j'ai 45 salariés et j'ai plus de 100 000 balles de rémunération tous les mois. On a démarré à deux dans 100 mètres carrés. On est propriétaire de nos 1600 mètres carrés de locaux. L'entrepreneuriat, c'est un jeu. Je me suis toujours amusé. En réalité, en tant qu'entrepreneur, je n'ai jamais eu vraiment de période difficile. Moi, je ne stresse jamais. Je ne connais pas le stress. C'est parce que je sais m'en protéger. J'ai, comme toi, cherché des mentors. Okay. Je n'ai jamais trouvé de mentor. La vraie clé, c'est de ne jamais courir après l'argent. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Luc. Merci de passer un petit peu de temps avec moi ce matin. J'avais hâte de partager ce petit moment avec toi pour parler de gestion financière. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux qui te découvrent sur cette vidéo et nous expliquer un petit peu ton parcours entrepreneurial? Ouais, avec plaisir. Ouais. Alors d'abord, je suis ravi d'être sur Toulouse parce que je suis toulousain d'origine. Ouais. Je suis né à Toulouse. Voilà. Donc ça me permet de revenir de temps en temps. Voilà, je suis effectivement à domicile. Ça s'entend un tout petit peu à l'accent d'ailleurs, normalement. Mais je ne forcerai pas l'accent, il est naturel, 100% naturel. Mon parcours entrepreneurial, effectivement, je suis un entrepreneur avant tout parce que j'ai créé avec mon épouse et mon frère le cabinet d'expertise comptable il y a 33 ans maintenant. Donc je suis un entrepreneur expérimenté, on pourra dire comme ça. Vrai que et nous sommes au service de l'accompagnement des entreprises avec 45 personnes à peu près sur 4 sites, 3 en Lot-et-Garonne et 1 dans le Pays Basque. Okay. Voilà, avec une sensibilité particulière justement sur l'entrepreneuriat et d'autres sensibilités particulières sur tout ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord, ok. D'accord, parce que moi je pensais effectivement que c'était des cabinets surtout d'expertise comptable, mais finalement ça va au-delà finalement de ça en fait. Ça va bien au-delà de ça. En réalité, on va en discuter, mais l'expertise comptable, c'est un champ très très large en réalité. Je trouve presque dommage qu'il y ait expert comptable, parce que c'est très réducteur en fait dans la vision du métier. L'expertise comptable, c'est l'équivalent d'un bac plus 7, bac plus 8, et ça couvre à peu près tous les champs de l'entreprise. C'est-à-dire déjà tous les droits, il y a une quinzaine de droits qui sont concernés et que l'on apprend en expertise comptable. Et puis après, quand on est expert comptable entrepreneur, comme moi, tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on comprend dans le fonctionnement d'une entreprise, nous le mettons à disposition de nos clients. Et en fait, on apprend un petit peu pendant les études, des choses très techniques bien sûr, mais on apprend surtout beaucoup sur le terrain et je dirais même qu'on apprend beaucoup de nos clients. L'avantage, c'est qu'on apprend de nos clients et on restitue à nos clients, bien sûr, dans le principe absolu de la confidentialité. Mais on apprend énormément de nos clients et donc on peut le restituer et on vit de l'expérience en fait. C'est pour ça qu'après 33 ans, j'ai un tout petit peu d'expérience. Un peu d'expérience, c'est un peu de recul. Parce que c'est vrai que ça, quand je parle souvent avec mes clients de choisir un bon expert comptable, parce que pour moi c'est primordial, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément très proches de leur argent et pour peu qu'ils choisissent pas correctement leur expert comptable. Et souvent, on a ce discours de dire « Ouais, mais un expert comptable, bon, il me fait mes tableaux, il gère ma compta et il me fait le bilan en fin d'année. » Mais j'aimerais justement que tu nous parles un peu de l'importance de choisir un bon expert comptable et un bon cabinet et quelque part aussi comment choisir finalement un bon expert comptable et un bon cabinet. La première chose, c'est un peu comme avec ton banquier. On dit, il y avait un adage qui disait il n'y a pas de bons banquiers, il n'y a que des bons guichetiers. C'est-à-dire, c'est la relation humaine qui va dominer et c'est la qualité du contact. Moi, quand un prospect franchit la porte, la plupart du temps, il devient client. Parce que le relationnel qu'il peut y avoir, et notamment en termes d'écoute, parce que notre métier, c'est beaucoup de l'écoute aussi, c'est pour comprendre la problématique du client, ça fait énormément. La vraie difficulté de notre métier, c'est qu'on est l'administration fiscale notamment et sociale assomme un petit peu les entreprises sous les obligations. Ces obligations nous sont déportées et finalement on passe une grosse partie de notre temps à régler les problèmes des entreprises auprès de l'administration, ce qui, à mon sens, n'est pas le plus porteur de valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée, elle est sur effectivement l'accompagnement de l'entrepreneur
dans l'exercice de son métier et dans toutes ses dimensions. Et toutes ces dimensions, il y en a une qui est un peu oubliée par mes confrères, c'est la dimension psychologique. Parce qu'un chef d'entreprise, c'est un homme ou une femme seul à la tête de son entreprise. Et cette solitude, elle pèse assez souvent face aux décisions que l'on doit prendre, aux décisions financières, aux décisions juridiques, aux décisions de ressources humaines. Et l'expert comptable, en fait, il est là pour écouter et pour apporter des réponses et pour oser apporter des réponses. Ouais. Parce qu'il y a aussi des experts comptables qui ne se mouillent pas beaucoup en disant c'est pas ma responsabilité de vous donner tel que... Moi, comme je suis entrepreneur, je dis à mes chefs d'entreprise, qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place? Après, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est eux qui choisissent. Tu les guides, quoi. Mais moi, je sais ce que je ferais, donc j'ose afficher ce que je ferais si j'étais à leur place. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de comment tu as fait pour passer de 0 finalement à 45 personnes quand tu as commencé comment tu as commencé? Tu as commencé dans un cabinet? Est-ce que tu as commencé directement à être entrepreneur? Alors, j'ai bien sûr fait mon expertise comptable, entre parenthèses, en formation continue, parce qu'il n'y avait pas d'apprentissage à l'époque, il n'y avait pas d'alternance. D'accord. Donc, tu bossais et tu préparais ton diplôme en même temps. Okay. Donc, ça veut dire pas de week-end, pas de vacances. Ouais. Mais dès que j'ai été diplômé, et j'étais diplômé assez jeune, dès que j'ai été diplômé, j'ai monté mon cabinet avec celle qui devait devenir ma femme, Laurence. Okay. Et on a démarré à deux dans 100 mètres carrés. Alors, j'imagine 100 mètres carrés à deux, on avait beaucoup d'espace et on était un peu perdus dans le bureau. Et puis petit à petit, on a eu un an après notre première équipière et tous les ans, ça a progressé comme ça. On n'a jamais fait de croissance externe, que de la croissance naturelle. Pas forcée d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais fait de commercial non plus. Donc ça s'est fait tout en douceur, croissance douce mais naturelle. Ok. Voilà. Et tu as toujours eu... Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu... tu aurais pu rester comme beaucoup de comptables, tu vois, dans un cabinet, etc. Pourquoi tu as eu cette envie d'entreprendre? Il y a... La première dimension, c'est la notion de liberté. Ouais. Et l'entrepreneur, en fait, il a la responsabilité de sa propre liberté. C'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi une belle richesse, la liberté. Mmh. Moi, je suis, à part dans l'expertise comptable, où j'ai fait évidemment mes études, mais je suis un autodidacte dans tout le reste. Et j'aime cet espace de liberté, et je dirais même, j'aime cet espace de jeu. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Et je suis joueur tout le temps, donc je n'ai jamais travaillé en réalité, je me suis toujours amusé. Et c'est un terrain où tu as justement la liberté d'expérimenter ce que tu veux. C'est ça qui est magnifique dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est pour ça que je ne pouvais pas rester comme salarié, effectivement, et quelque part sous la coupe d'un système. Il fallait que je crée mon propre système. Voilà. Ok. Intéressant. Et souvent, il y a quand même un élément déclencheur. Tu vois, moi, ça a été ce que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune, les traumatismes, etc., qui ont fait que j'ai eu cette motivation et qui m'a permis de tenir dans l'entrepreneuriat. Parce que on se sent très vite seul. Est-ce que toi, tu as eu des mentors? Est-ce que tu as investi dans des formations? Et qu'est-ce qui t'a fait tenir dans des moments peut-être difficiles? En réalité, en tant qu'entrepreneur, je n'ai jamais eu vraiment de périodes difficiles. Okay. Le gros avantage, c'est que... Partage-nous ton secret, alors. Alors, le premier secret, c'est que déjà, mon métier d'expert comptable me permet d'appréhender l'entreprise avec un peu plus de sérénité qu'un entrepreneur qui n'a pas appris les ficelles des finances, notamment. Moi, je suis un spécialiste initialement par intérêt, et uniquement par intérêt, de l'informatique, du contrôle de gestion, de la gestion de production. Donc, tout ce qui fait que je pouvais entreprendre avec sérénité, quelque part. C'est pour ça que je n'ai jamais eu de réelles difficultés. Mais pour autant, j'ai, comme toi, cherché des mentors. Okay. Je n'ai jamais trouvé de mentor, mais je les ai cherchés longtemps. Jusqu'à m'affranchir de cette nécessité d'avoir un mentor. Et du coup, je me suis construit moi-même, beaucoup en auto-formation. D'accord. J'ai lu énormément. Je devais lire, et je lis encore à peu près 50 bouquins par an. Beaucoup de bouquins de développement personnel, beaucoup de bouquins sur la capacité à être serein dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne stresse jamais. Je ne connais pas le stress. C'est parce que je sais m'en protéger. Ouais.
Donc, du coup, j'ai pas vraiment vécu de difficultés. Mais j'ai eu quand même des approches avec des gens qui auraient pu être des mentors, qui m'ont parfois un petit peu déçu en tant que mentor, jusqu'au jour où c'est moi qui suis un peu devenu le mentor d'autres entrepreneurs. Ok. Ouais. Et je me prête assez facilement au jeu parce que j'aime bien, ma mission en quelque sorte, c'est d'accompagner le chef d'entreprise pour qu'il grandisse. Et donc c'est ce que je fais un peu tous les jours. Et c'est ce qui je dirais, ouais, c'est vraiment une mission. Tu vois, c'est pas seulement un métier, c'est une mission que je me donne. Ouais, finalement, est-ce qu'on peut parler de passion même ou... Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que c'est vrai que moi c'est pareil. Des fois, je me lève le matin, je me dis mais est-ce que je travaille? Mais non, je suis tellement passionné par ce que je fais, que je kiffe tellement que c'est naturel et tu as l'impression, comme tu disais, de jouer, quoi. Tu parlais justement de toi, quelque part, qui n'a jamais stressé parce que tu as eu ces ficelles par rapport à ce que tu as appris à l'école, par rapport à l'argent et à la gestion financière. Est-ce que justement, parce que j'ai beaucoup de clients qui attendaient cet épisode avec toi sur la gestion financière, il y a beaucoup de mes clients et des gens que je connais dans l'entrepreneuriat qui pensent chiffre d'affaires, qui pensent pas rentabilité, qui pensent investir dans des choses alors qui pour autant ne sont pas encore capables d'eux. Est-ce que toi, tu peux nous parler déjà pour toi, hein, d'un solopreneur, de quelqu'un qui a une agence de prestation de services en ligne, quelles sont pour toi les bases au niveau gestion financière? Alors, la première clé, et elle est importante, je travaille beaucoup avec le principe de l'effectuation, et le principe de l'effectuation, il te permet d'appréhender une notion qu'on appelle la perte acceptable. C'est-à-dire que je ne mets sur la table, je ne mets en jeu que ce que je suis capable de perdre, ce que j'accepte de perdre si ça ne marche pas. Ce qui veut dire que je ne vais pas prendre de risques inconsidérés par rapport à des investissements, par exemple. La deuxième chose qui me paraît fondamentale, c'est la notion de fonds de roulement. Et la notion de fonds de roulement qui recouvre en même temps une notion d'autonomie financière. On sent bien, j'ai tout à l'heure un rendez-vous en urgence avec un client qui est un petit peu désespéré par rapport à son plan de trésorerie, parce qu'il a connu une trop rapide croissance et son fonds de roulement n'a pas suivi sa croissance. Donc il se retrouve à être tributaire des banques et du refus des banques de l'accompagner dans des schémas. Donc ce qui me paraît hyper important, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est capitaliser quelque part ces résultats pour gagner en autonomie et pour gagner en zone de sécurité. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un milieu d'incertitude absolue, et d'autant plus dans ce contexte actuel, le contexte économique et géopolitique, qui fait que l'entrepreneur, il joue en permanence avec l'incertitude. Mais c'est un terrain de jeu où tu pars pas à la guerre sans un gilet pare-balles, parce que sinon, la première balle perdue, elle va être pour toi. Donc, tu te protèges un petit peu, et la meilleure protection, c'est le fonds de roulement. Et le fonds de roulement, il est créé par quoi ? Par l'engagement que tu peux mettre financièrement dans ta boîte, et surtout par les résultats que tu vas faire et que tu vas capitaliser. Et là, du coup, j'ai un autre conseil qui me paraît essentiel, c'est que quand je discute avec mes chefs d'entreprise, déjà, je les ramène à un petit peu de lucidité sur les engagements financiers et donc notamment sur leur propre rémunération. Je dis toujours à mes chefs d'entreprise, démarrer avec la rémunération la plus basse possible pour que vous soyez dans la zone de confort, mais que vous puissiez arbitrer. C'est toujours facile d'arbitrer la rémunération à la hausse. Ça, je sais faire. Une fois que tu as pris l'argent pour la ramener à la baisse, ça, je ne sais pas faire. Une fois que l'argent est pris. En revanche, quand tu démarres petit à petit, moi, j'ai démarré dans le cabinet avec 6 mois d'avance. Je savais que je pouvais assurer 6 mois sans chiffre d'affaires. C'était pas, à l'époque, avec 2 personnes, c'était pas colossal comme mise de fonds. Oui, bien sûr. Mais j'avais cette marge de sécurité. Ce qui fait que je n'ai jamais avancé dans la peur de manquer. Je dis, OK, 6 mois d'avance, ça va se construire. Et ça s'est construit petit à petit. La vraie clé, c'est de ne jamais courir après l'argent. L'argent, il vient naturellement. Il vient naturellement quand tu es aligné. Tu parlais tout à l'heure de passion. Moi, je parle d'ikigai en entreprise. Tu as sans doute entendu parler de l'ikigai. Pour moi, la première clé, c'est effectivement d'être au service de sa passion et au service des besoins
de ton écosystème. Oui, l'argent est une conséquence et découle de tout ça. Ça découle de tout ça. Ouais. Si tu le fais correctement, ça découle de tout ça. Et je vois que chaque fois que les gens courent après l'argent, eh ben, ils ne courent pas après l'alignement, ils ne courent pas après leurs besoins de clients. Et du coup, ils ne trouvent pas l'argent après... ils ne trouvent pas l'argent, tout simplement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je rebondis sur ce que tu disais, parce que moi, j'ai beaucoup de clients-clientes qui sont seuls, parce que c'est des solopreneurs, qui, à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, passent en société, mais qui, pour autant, confondent leur argent pro avec leur argent perso. C'est-à-dire que dès qu'ils vont faire 10, 20 000 balles de chiffre d'affaires par mois, ils vont dire qu'ils gagnent 10 000 euros, qu'ils gagnent 20 000 euros par mois. En fait, cet argent-là leur appartient pas vraiment parce qu'ils n'ont pas encore payé la TVA, pas encore payé les impôts, Exactement. etc. Et à la fin du mois, ils disent putain, mais finalement, en fait, il me reste que 2000 balles après impôt, ça va pas, ils sont stressés, etc. Comment on peut amener ces gens-là, qui peut-être regarderont cette vidéo, en leur donnant peut-être des réflexes, des tips pour qu'ils puissent arriver à faire une séparation entre leur argent pro et perso? Ouais. La première séparation, c'est une séparation juridique. C'est-à-dire que quand tu as une société, on appelle ça une personnalité morale. Et la personnalité morale, elle est totalement différente de la personne physique qui anime la société. Donc, en considérant que tu as deux personnes différentes, moi, je me considère comme employé de ma société. Donc, l'argent de la société, il ne m'appartient pas. Mon salaire m'appartient. C'est en ce sens que je te dis que je vais déterminer, comme j'ai ce choix-là, le salaire le plus bas possible pour me permettre de vivre, mais pas pour mettre la société en péril. Et à partir de là, je vais me contenter de mon salaire et tout ce qui reste dans l'entreprise, je vais attendre justement le rendez-vous avec mon expert comptable qui va pouvoir m'éclairer sur qu'est-ce qui t'attend derrière. Qu'est-ce qui t'attend en termes de charges sociales? Qu'est-ce qui t'attend en termes d'impôt sur la société? Qu'est-ce qui t'attend en termes de remboursement des emprunts que tu as pu faire? Et à partir de là, je vais t'expliquer ce dont tu vas pouvoir disposer librement en prenant en compte effectivement toute la cascade d'impôts que tu peux avoir. Mais les gens ne se rendent pas compte. Mais sur un résultat économique de 100, il y a rarement plus de 45 ou 50 qui peuvent légitimement appartenir à l'entrepreneur lui-même. Oui. Et si tu rajoutes la TVA, c'est pas 45%, c'est 35%. Tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé avec 6 mois d'avance. Moi, j'ai beaucoup de clients qui parce qu'ils sont solopreneurs et parce qu'ils me disent « Ouais, mais j'ai pas énormément de charges, etc. » Je vois pas l'intérêt de mettre de la trésorerie de côté. Pour toi, est-ce que c'est important de consolider, de développer une trésorerie, même quand on est indépendant ou pas? Totalement. La trésorerie, en fait, il faut comprendre par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, la notion de fonds de roulement. La première résultante d'un fonds de roulement confortable, c'est la trésorerie. Il y a un lien direct entre le fonds de roulement et la trésorerie. Et cette trésorerie, en fait, donc ce fonds de roulement, c'est un petit peu ton matelas, c'est ton amortisseur quelque part. Compte tenu de l'incertitude, si à un moment donné, par exemple en période Covid, où on a eu des entreprises qui se sont un petit peu cassées la gueule et même qui ont fait appel à la dette pour ne pas se casser la gueule, mais qui se sont cassés la gueule après, si tu avais cette notion de trésorerie, ben, tu n'avais pas de problème parce que tu avais cet amortisseur qui te permettait de rentrer un petit peu les épaules, de baisser la tête et de te dire, écoute, ça va passer, il n'y a pas de souci. On le voit aujourd'hui, il y a des retournements économiques qui sont assez dramatiques. Et si tu n'as pas de trésorerie, j'ai rendez-vous avec mon client pour peut-être lui dire, tu vas au tribunal de commerce et tu déposes le bilan. Voilà. C'est ça la vraie clé de la trésorerie. Alors, ce n'est pas utile en soi, c'est juste un matelas de sécurité. Et justement, il y en a qui ont tellement confiance en eux et en leur capacité à faire de l'argent parce qu'ils se sont prouvés qu'ils ont réussi en partant de zéro, qui se disent ouais mais finalement j'ai pas besoin d'avoir de trésor parce que je suis capable de. Alors moi je fonctionne pas du tout comme ça parce que j'ai besoin, je pense de par mon éducation d'avoir toujours ce matelas et de développer toujours encore et encore ce matelas. Mais il y en a qui sont à l'opposé de moi et comment faire pour éduquer ces gens-là et les sensibiliser? Comment toi tu fais avec tes clients pour les sensibiliser à justement développer cette trésorerie? Parce que généralement quand ils s'en rendent compte, malheureusement c'est trop tard, quoi. Alors, la première clé, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que je ne me positionne jamais
comme le sachant, comme l'expert. J'essaie de véhiculer et de transmettre la connaissance des clés de l'équilibre financier à mes entrepreneurs année après année. J'ai la chance d'avoir un taux de fidélité qui est excellent, donc je peux leur apprendre petit à petit à bien comprendre cette notion de fonds de roulement. Je peux aussi leur transférer mon expérience, parce que même après 30 et quelques années d'activité, j'ai toujours une trésorerie qui fait 3 à 4 mois d'activité, alors que j'ai 45 salariés et j'ai plus de 100 000 balles de rémunération tous les mois. J'ai une trésorerie qui me permet, à la limite, de ne pas avoir de chiffre d'affaires pendant 4 mois sans difficulté. Parce que c'est ma sécurité. Après, si je cours après l'argent tout le temps, ben, je vais pomper cette trésorerie et je vais me mettre en danger. Mais c'est comme si tu devais traverser effectivement une rivière de 300 mètres de long, que tu as testé que tu pouvais nager 150 mètres et qu'il te reste 150 mètres à faire, que tu es au milieu de la rivière sans brassard, tu vois. Donc là, ça devient compliqué. Mais la trésor, c'est ça. C'est cet amortisseur qui te permet de pallier les incertitudes, de pallier les retournements économiques. Et comment on calcule notre besoin de fonds de roulement? Par exemple, je suis solopreneur, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais la trésor, j'ai besoin de mettre combien par rapport à mon chiffre d'affaires, par rapport à mes charges, etc. » Ben souvent, par rapport à ton chiffre d'affaires, en réalité, le fonds de roulement, sa première vocation, c'est de financer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Mais il y en a peu de besoins en fonds de roulement dans les solopreneurs, parce que tu n'as pas de décalage de crédit client. Donc moi, j'estime qu'il te faut entre 1 mois et 2 mois de sécurité trésorerie à minima. D'accord. 1 à 2 mois. Dans l'idéal. Si tu arrives à 3 mois, c'est parfait. Bien. Après, ça va dépendre un tout petit peu de la récurrence de ton activité. Si tu as une activité qui est un peu saisonnière, ben, il va t'en falloir un petit peu plus, parce que tu arrives en fin de saison, tu as de la trésorerie à gaver et tu as 6 mois à passer sans ressources. Si tu as une activité plus régulière, 2 mois de trésor, ça devrait le faire. Ça te permet d'avoir un client qui te paye pas, un gros client qui ne te paye pas pendant 62 jours, ben, tu vas pouvoir quand même te retourner. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut parler un peu, sans nommer tes clients, est-ce qu'on peut parler peut-être de la différente typologie de clientèle que tu accompagnes, pour voir effectivement quels sont les conseils que tu peux donner, par exemple, à des solopreneurs, des indépendants ou des sociétés qui ont 10 salariés, et peut-être des plus grosses sociétés que tu accompagnes Alors, en réalité, on accompagne à peu près tout type d'entreprise, du solopreneur qui est parfois d'ailleurs qui est encore auto-entrepreneur, parfois qui a changé sa structure pour passer en société, en SAS. La première chose que je leur dis, c'est choisissez bien votre statut, parce qu'il n'y a pas de statut absolu. La SAS, par exemple, qui a le vent en poupe, elle pose quand même le premier inconvénient d'avoir un coût de salaire qui est très élevé. Et je leur dis, sachez ce que vous devez privilégier. Quand, dans un premier temps, vous avez juste de quoi vous payer votre salaire minimum, choisissez un régime juridique qui permet d'alléger la charge sur ce salaire-là, parce que vous allez prioriser votre salaire. Ensuite, je vais leur expliquer qu'il faut aussi se prémunir, ou du moins prémunir leur famille, d'une absence possible parce que je me chope une maladie qui me fout 6 mois au lit. Comment je gère ce risque-là? Je peux accepter de prendre le risque parce que je suis tout seul et que je peux me réfugier chez papa, maman si j'ai des difficultés, et je peux avoir l'accompagnement de quelques amis. En revanche, si j'ai 3 gosses, une épouse et que je dois tenir le foyer, à ce moment-là, je vais commencer à travailler sur ces aspects prévoyance, beaucoup plus d'ailleurs sur ces aspects-là que sur la préparation de ma retraite dans 40 ans. Tu vois. La retraite dans 40 ans, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas le sujet prioritaire d'un solopreneur qui démarre. Et après, petit à petit, quand tu vas grandir dans l'entreprise, c'est-à-dire que tu vas avoir des salariés, une des clés, c'est la gestion de ce que nous, on appelle les richesses humaines. D'accord. Tous les entrepreneurs, quasiment tous, considèrent que la gestion des ressources humaines est un problème. Et du coup, comme ils le considèrent, c'est un problème. Si je considère que ce sont des richesses humaines, mais je vais rajouter une dimension psychologique à l'accompagnement de mes équipes qui travaillent avec moi sur la finalité de l'entreprise. Et là,
on va être dans des rapports beaucoup plus fluides avec les salariés, beaucoup plus équitables aussi, parce que il faut se rappeler que les salariés créent aussi de la valeur dans l'entreprise. C'est pas seulement le chef d'entreprise qui crée cette valeur. Et c'est un des aspects essentiels, parce que sinon, on y perd notre santé mentale, on y perd la santé mentale de tout le monde, d'ailleurs des salariés aussi, et souvent on met l'entreprise en danger parce qu'on n'arrive pas à gérer les personnes quelque part. Et bien sûr, pour arriver à gérer les personnes, la première chose, c'est d'arriver à se gérer soi-même, c'est-à-dire à se connaître. À se connaître, à ne pas se surestimer, mais à savoir se valoriser. Et là, ça nécessite quelques petites approches de développement personnel, parce que l'entrepreneur qui fait du développement personnel, ben, c'est celui qui se connaît le mieux, qui connaît ses petites pierres d'achoppement, qui connaît ses difficultés de relation avec l'autre et qui va pouvoir adoucir effectivement à la fois les relations avec ses clients, à la fois avec ses équipiers, à la fois avec ses fournisseurs. Et ça me paraît essentiel de considérer que dans une entreprise, solopreneur ou pas, tu as ce qu'on appelle des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est par exemple les clients, évidemment. Les clients sont une des premières parties prenantes, mais tu as aussi les salariés, tu as aussi ton banquier, tu as aussi ton expert comptable, tu as aussi ton assureur. Tout ça, ce sont des parties prenantes. Et plus tu as des relations apaisées avec eux, plus ils vont te rendre effectivement le service écosystémique, le service que peut te rendre ton écosystème. Bien sûr. Voilà. Ouais, ça me fait sourire parce que souvent, ce que je répète à mes clients quand tu parles de développement personnel, je leur dis votre entreprise, c'est l'extension de vous-même. Exactement. Si vous n'êtes pas capable de vous développer personnellement, vous ne pourrez pas développer votre entreprise. Et ce que je dis souvent également, c'est que 90% de l'entrepreneuriat, c'est du mindset et c'est du développement personnel et c'est 10% de stratégie. Et il y en a beaucoup qui justement se tapent la tête contre la table en disant putain, je comprends pas, c'est quel système j'ai pas encore mis en place, etc. Alors qu'ils comprennent pas que le problème finalement c'est eux et qu'il faut qu'ils arrivent à se développer suffisamment pour pouvoir après développer leur clientèle, développer leur chiffre d'affaires, etc., etc. Totalement. Même si je considère que la stratégie est un des premiers moteurs de l'entreprise. Parce que la stratégie, elle te permet d'essayer de comprendre comment fonctionne ton environnement. Bien sûr. Et ça me paraît essentiel. Mais, comme tu le disais, le premier vecteur de développement de l'entreprise, c'est le chef d'entreprise. Et c'est donc son propre fonctionnement qui est remis en cause. Et notamment sur sa santé mentale. Parce que trop souvent, les entrepreneurs se mettent en danger à vouloir trop en faire, à être tout le temps en charge maximale. Et du coup, ben, on sacrifie la vie de sa famille, on sacrifie ses enfants et on se sacrifie soi-même. Et on se rend compte après que c'est un peu trop tard. Ça, c'est trop tard, c'est trop tard. On ne refait pas l'histoire. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc parce que comment... Il y en a beaucoup justement, dès qu'ils commencent à gagner des grosses sommes, l'argent leur monte à la tête. Comment toi, tu accompagnerais des gens? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur justement le rapport à l'argent? Ce que je peux dire, c'est que l'argent, pour moi, ça n'est qu'une énergie. Ça n'est jamais une finalité. Pour moi, hein, ça c'est mon point de vue. Oui, bien sûr. On a tous un regard différent dessus. C'est l'énergie qui fait avancer les choses, qui peut te permettre d'investir, qui peut te permettre de prendre un petit peu plus de risques, mais ça n'est pas ce qui me nourrit. Je suis sans doute, parmi les grosses entreprises d'expertise comptable, un des experts comptables est moins bien payé, parce que j'en ai pas grand-chose à faire. Moi, il me faut pouvoir vivre, et je vis très très bien, mais je n'ai pas besoin de gagner 400 000 euros quand je me contente de 100 000 euros, ce qui est déjà très très bien d'ailleurs par rapport à mon métier. Donc moi, je ne cours pas après l'argent. C'est une énergie. Donc du coup, ben, je capitalise un petit peu dans de l'immobilier, je capitalise un petit peu dans l'entreprise pour assurer la sérénité, pour redistribuer aussi, parce que pour moi, la juste distribution de la valeur dans l'entreprise, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour ça, j'explique bien aux gens qu'à vouloir seulement vivre de l'énergie, de l'argent, eh ben, ils passent à côté de plein de choses et à côté de leur vie. On dit souvent qu'on perd sa vie à chercher à la gagner tout le temps. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas perdre ma vie, justement. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui part de zéro, qui se développe en tant qu'indépendant, qui commence à avoir de bonnes fondations et qui arrive à un moment donné où justement il ne peut plus effectivement gérer tout ça, il veut faire de la croissance, il a une stabilité financière qui est
saine, une bonne trésorerie. À quel moment on embauche, à quel moment on passe en société et comment se développer jusqu'à, comme toi par exemple, 45 ou plein de salariés. À quel moment on embauche? On embauche surtout quand notre capacité de production n'est plus suffisante pour répondre aux besoins du marché. C'est ça qui me paraît important, c'est que les premières embauches, ce sont des embauches de production pour compléter notre capacité de production. Parce qu'il faut bien comprendre que tes charges de fonctionnement, tes charges fixes, se diluent par la capacité à produire, se diluent par les heures de production que tu peux produire. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à embaucher. Je vais passer en société quand j'ai des aléas de revenus, que tantôt j'ai des revenus qui sont hauts, tantôt qui sont bas. Et à ce moment-là, la société va me permettre de planifier mes dépenses, notamment en termes de fiscalité et de charges sociales. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu organises ta société, et notamment avec un salaire que tu détermines de façon fixe, tu peux prévoir. Et prévoir, c'est gagner en sécurité. Voilà. Si tu es en entreprise individuelle, tu vas subir tes résultats. Tantôt, tu vas avoir des gros résultats et l'année d'après, des grosses charges alors que les résultats baissent. Et tu as toujours ce mouvement de balancier qui te met une année sur 2 ou une année sur 3 en difficulté. Alors qu'en société, tu vas lisser tout ça avec un impôt sur les sociétés au demeurant qui n'est pas très élevé en France, malgré ce que l'on peut penser. Oui, malgré ce que l'on peut penser, un taux d'impôt de 15% sur les 42 000 premiers euros, c'est quand même plutôt confortable comme impôt. Donc il faut en profiter, et justement, il faut profiter de ça pour arriver à gagner en matelas de sécurité. Et ça, c'est assez souvent la société qui te permet de le faire, parce que si tu le fais en entreprise individuelle, tu vas te rendre compte que tu auras payé de l'impôt, tu auras payé des charges sur la capitalisation quelque part. Alors qu'en société, tu n'as pas encore payé, tu as payé peu d'impôts et tu n'as pas payé les charges dessus. Alors justement, quand tu disais les impôts, etc. en France, ça va, il y en a beaucoup qui pensent que c'est très compliqué et que c'est pas du tout un paradis fiscal, etc. et qui à peine aller à 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois en tant qu'indépendant, il me parle de montage fiscal, d'expatriation, etc. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça et quels conseils tu pourrais donner à ces gens-là qui veulent moins payer d'impôts s'il y a un montage fiscal à faire? Le montage fiscal, il te permet d'optimiser, il ne te permet pas d'échapper. Les gens qui me disent je voudrais partir en Andorre, je voudrais partir en Angleterre, je leur dis toujours, faites sans moi parce que moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, je suis en France, j'adore ce pays. Je resterai quoi qu'il en soit dans ce pays, quand bien même on me ferait payer un petit peu plus d'impôts. Je dis juste, là encore, que l'argent, et notamment celui que tu économises auprès de l'État, ce n'est pas la première force de l'entreprise. Chercher à optimiser à tout prix, ça c'est un mal un peu français, de vouloir toujours payer moins d'impôts, payer moins d'impôts, payer moins d'impôts. Moi, je peux te dire que depuis très, très, très longtemps, je ne regarde même pas ce que je paye comme charge sociale. Je sais que c'est à peu près lissé de toutes les façons, et ça ne me pose plus de problème. Ça ne me pose plus de problème parce que je pense que cette contribution, elle est juste pour faire vivre l'économie, même si on peut dire des tas de choses sur le mauvais fonctionnement de l'État, sur le mauvais fonctionnement du budget de l'État. Voilà, pour autant, on est sur un terrain où les gens nous donnent de l'argent pour faire ce que l'on fait. Et ça me fait toujours un petit peu sourire lorsque des gens qui gagnent 120 ou 130 000 euros, ou 150 000 euros se plaignent des impôts qu'ils payent, et sans considérer qu'ils ont certains salariés qui gagnent 2000 balles par mois et qui, eux, parfois, ont quelques petites difficultés, ne serait-ce que pour filer à bouffer à leurs enfants. Voilà. Donc, moi, je me suis libéré totalement de cette pression de l'impôt et des charges. Une fois que c'est régulier, je ne m'occupe que d'une chose, c'est qu'est-ce qui me reste en net pour vivre. C'est ça qui m'intéresse. Bien sûr. Ce que j'ai payé au-delà, voilà, je suis capable d'optimiser, et ça je sais faire. Je sais faire pour dire on va payer le moins possible dans un contexte donné. Alors comment faire justement par rapport à ça? Parfois, c'est justement en planifiant ses revenus, en gérant par exemple du dividende qui est lui aussi
relativement faiblement taxé avec une flat tax à 30%. Parfois, quand tu veux capitaliser pour entreprendre, pour continuer à entreprendre, c'est par la création d'une holding qui va te permettre à la fois de répartir ton patrimoine auprès de tes enfants tout en continuant à développer les activités et tout en continuant à pouvoir changer d'activité quand bon te semble. C'est-à-dire que tu peux développer un business, le revendre avec une holding, tu seras très très peu fiscalisé sur la revente et te relancer dans un autre business avec un capital que tu auras constitué par la revente de ta première boîte, par exemple. Ça, c'est des mécanismes qu'on sait très bien gérer, mais attention de ne pas rentrer trop tôt dans des mécanismes trop complexes, parce que la complexité coûte toujours beaucoup d'argent. Ouais. Donc, un des premiers vecteurs que je vais rechercher, c'est la simplicité. Chaque fois que la simplicité peut m'apporter un avantage, elle me permet de me focaliser sur mon business, sur mon métier, plutôt que sur les montages qui pourraient me permettre de gagner ça. Il faut bien reconnaître que les montages, ça sert surtout à rémunérer les conseils qui font les montages. Ouais. Qu'ils soient experts comptables ou avocats. Oui. Je sais, moi, je fais 30% de conseils dans l'entreprise en répondant aux besoins de mes clients. Ouais. Mais je ne force jamais un montage quand il n'est pas nécessaire à mon client. Parce que si je cherche juste à faire des honoraires sur le montage que je fais faire à mon client, ce que peuvent faire certains avocats par exemple, ben, je vais à un moment donné perdre mon client. Bien sûr. Je ne fais que le montage que je ferais si j'étais à la place de mon client. Ouais. Voilà. Mais ça peut être effectivement une holding par exemple. Ok. Donc finalement, le conseil on est assez d'accord, je pense, mais au début, quand on commence à entreprendre, c'est pas être dans un état d'esprit de vouloir tout optimiser, mais plutôt de vouloir développer son entreprise et se concentrer sur le résultat net qu'on fait en fin d'année, se détacher de bon ben je paye trop d'impôts. Après, si on a vraiment du mal à le vivre, moi généralement ce que je leur demande de faire, ben vous voulez effectivement gagner plus d'argent, ok, mais partez et sortez complètement de la France et partez effectivement à l'étranger. Oui. Mais là, à ce moment-là, bah, tu quittes complètement le territoire. Mais c'est différent. Mais effectivement, ça serait du coup ton conseil de vraiment se prioriser et se concentrer sur le Oui. développement de sa boîte. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'investissement. Il y a beaucoup de clients qui, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, tac, ils investissent un peu en IMO, ils investissent un peu dans le Bitcoin, la crypto, etc. Bon, bref, pas le sujet de savoir où est-ce qu'ils investissent. Alors que moi, j'ai plutôt un état d'esprit de dire que je garde de l'argent et j'investis toujours dans le développement de ma boîte. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne stratégie de vouloir mettre quelque part, tu vois, des œufs, enfin pas avoir les œufs dans le même panier, ou plutôt justement capitaliser son temps, son énergie, son argent au départ dans le développement de sa boîte? Bah, en fait, il y a un petit peu des deux. Quand tu as assuré ton équilibre financier personnel et celui de ta famille, tu peux développer du patrimoine. À partir d'un certain moment, ouais. Exactement. Ouais. Et souvent, le premier patrimoine que tu développes, c'est le patrimoine qui est lié à ton activité. Dans le patrimoine immobilier, nous, on est propriétaire de nos 1600 mètres carrés de locaux. On est exclusivement propriétaire, parfois avec nos salariés d'ailleurs qu'on a embarqués dans l'aventure. C'est notre premier patrimoine immobilier. Ouais, bien sûr. Bien avant d'aller chercher à acheter des appartements, ou après tu peux faire ton activité avec la location d'appartements si tu veux, c'est pas un souci. Mais prioriser le développement de ta boîte, c'est important. Après, ce que je relève bien chez beaucoup de mes clients, c'est que chaque fois que tu vas chasser l'impôt, tu vas aussi chasser le revenu. C'est-à-dire que l'idée, par exemple, de faire des dépenses pour avoir moins d'impôts, des dépenses qui sont parfois inutiles, bah, il faut se souvenir que quand tu fais 100 euros de dépenses, tu économises peut-être 15 euros d'impôts, mais tu as dépensé 85 euros qui ne sont pas utiles. On est bien d'accord. Et c'est souvent le réflexe, à chasser l'impôt, je chasse le revenu. Donc moi, je me focalise sur comment avoir les justes charges au bon endroit. Et parfois, il y a ce que j'appelle aussi des coûts d'opportunité, c'est-à-dire des charges qui me permettent de développer du business. Par exemple, on est dans un magnifique studio. Ben, tu peux faire ça au fond de ta chambre ou dans tes toilettes. Ça ne va pas être tout à fait le même truc que ce magnifique studio. Donc, c'est des coûts d'opportunité qui te permettent de réfléchir, non pas en termes de défiscalisation, mais en termes qu'est-ce qui porte mon business. Voilà. Et surtout, s'occuper toujours des besoins de ses clients. C'est de quoi mes clients ont besoin. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager, pour terminer, peut-être le plus gros challenge à titre professionnel que tu as pu vivre avec, je sais pas, peut-être un gros client ou peut-être un client lambda, mais qui t'a vraiment challengé, où tu t'es dit,
putain, là, je sais pas comment je vais faire pour gérer. Et comment tu as fait face à J'ai tout jamais ça? eu cette difficulté, Ok, mais les plus beaux challenges que j'ai menés, c'est des challenges de transmission. Parce que d'accord. c'est souvent des Transmission de transmissions société, hein. de transmission de société à l'intérieur même de la société. C'est-à-dire quand quelqu'un comme moi, par exemple, qui arrive pas loin de l'âge de la retraite, transmet en interne Ok, et ok. à ce moment-là, commence à lâcher petit à petit, fait monter en puissance le jeune qui est dans l'entreprise. Et j'ai quelques très très belles réussites de ce point de vue-là. J'ai l'immense bonheur de pouvoir accompagner à la fois celui qui sort et celui qui reprend. Et ça, c'est pour moi toujours une réussite parce que j'ai toujours cherché à travailler sur l'intérêt de l'entreprise et non pas l'intérêt des individus qui sont d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que je suis toujours dans une recherche d'harmonie entre les individus et non pas de privilégier les intérêts d'un individu par rapport à un autre. Donc je suis au service de l'entreprise. Et quand tu es au service de l'entreprise, ben, tu arrives à faire des transmissions qui sont magnifiques et tu arrives à avoir la confiance et donner la confiance aux jeunes. Pour moi, la jeunesse, c'est une force magnifique dans l'entreprise. Et chaque fois que les entrepreneurs pensent que la génération X, la génération Y, la génération Alpha leur posent des problèmes, moi, je leur dis, c'est la richesse. Et ce qui est la plus grande richesse, c'est toutes les générations qui travaillent ensemble. Ça, c'est vraiment super parce que ça permet d'avoir un terreau qui est très riche, un terreau de transmission des valeurs et transmission d'énergie aussi, parce que cette jeunesse, elle porte l'énergie. Donc, pour moi, la meilleure réussite que j'ai pu avoir, c'est dans ces opérations de transmission. Et le dernier challenge que j'aurai, c'est la transmission de ma propre entreprise dans ces mêmes critères-là. C'est vrai, c'est dans combien de temps à peu près? La réflexion est en cours parce que mon âge avance et que l'âge de mes associés avance aussi. Donc la réflexion est en cours, Ok. vraisemblablement dans les 3 ans à venir. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu as un mot peut-être pour les gens qui nous regardent, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont en train de se développer? Qu'est-ce que tu leur conseillerais en une dernière phrase? Dernière phrase, c'est de faire de l'incertitude leur terrain de jeu. Ne pas avoir peur de l'incertitude, mais en faire un véritable terrain de jeu et d'opportunité. C'est dans l'incertitude que l'on peut créer sa propre histoire. Si tout était certain, ben, notre destin serait aussi certain. On n'aurait pas de marge de manœuvre pour se créer soi-même et développer son entreprise. Merci beaucoup Jean-Luc pour cet échange. Avec plaisir et bonne chance à la jeunesse qui entreprend. Merci.